Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le non-respect par la junte au pouvoir au Mali de l'échéance de février pour des élections, ramenant les civils à la tête du pays, oblige la CEDEAO à adopter des mesures comparables à celles prises après le coup d'État d'août 2020. Le Mali désormais sous embargo. Le point sur la situation dès le début de ce journal. De nouvelles manifestations dimanche dernier au Soudan contre l'armée au pouvoir, des rassemblements qui visent également à rejeter les pourparlers voulus par l'ONU. Les dirigeants somaliens s'accordent pour la tenue d'élections. L'élection en cours de la Chambre du peuple sera achevée entre le 15 janvier et le 25 février 2022, précise l'accord. Mais d'abord, l'actualité en Algérie où Fethi Garès écope de 2 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu dimanche 9 janvier par le tribunal de Bab el Oued. Le procureur avait requis 3 ans d'emprisonnement contre le coordinateur du mouvement démocratique et social arrêté en juillet 2020. Il était notamment poursuivi pour atteinte à la personne du président de la République et pour diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest placent le Mali sous embargo. Seuls les produits de première nécessité pourront continuer à circuler. Décision prise par la CEDEAO dimanche en réponse au nouveau calendrier proposé par la junte de Bamako qui demande 5 années supplémentaires pour rendre le pouvoir aux civils. Philomentine. Gel des avoirs du Mali au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, coupure des aides financières, suspension des transactions sauf pour les produits pharmaceutiques et de première nécessité, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les États membres de l'organisation, rappel des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali et autres, telles sont les lourdes sanctions infligées contre le Mali par la CEDEAO ce dimanche 9 janvier 2022. L'instance en sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, ce dimanche a entériné ses décisions pour amener la junte à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il fallait s'y attendre parce qu'il est évident que le bouchon allait trop loin. Demander une prolongation jusqu'à 5 années, pour certaines autorités de la CEDEAO, c'était une pilule difficilement avalable. Ces mesures paraissent disproportionnées au regard de la complexité de la situation économique déjà au Mali, un pays déjà très enclavé. Et cela peut être alors un agenda tout à fait inavoué de la CEDEAO de dresser les populations maliennes contre les autorités de la transition. En plus de n'avoir pas respecté l'échéance du 27 février 2022 pour organiser des élections, le gouvernement de transition malien a fait savoir récemment qu'il envisageait de se maintenir pendant 5 années supplémentaires, ce qui est inadmissible pour la CEDEAO. C'est donc important aujourd'hui que pour les deux parties, que ce soit les autorités de la transition actuelle et les pays membres de la CEDEAO, d'ici à commander sur la base d'un nouveau chronogramme pour pouvoir permettre aux populations maliennes qui ont déjà souffert du martyre depuis 2012 de pouvoir retirer cette leçon. Et si rien n'est fait, cela va créer un effet domino, aussi bien par rapport à l'image de la CEDEAO au Mali, mais également par rapport à l'image des autorités actuelles de la transition. Selon les observateurs, ces mesures prises par la CEDEAO peuvent engendrer de multiples conséquences. Sur le plan financier, le manque de liquidité va affecter notamment le paiement des salaires des fonctionnaires et des agents de l'État. Il y a également un risque de déstabilisation de la situation sécuritaire du Mali. Au Soudan, des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans la rue dimanche à Khartoum et dans plusieurs autres villes pour protester contre le coup d'État militaire du 25 octobre dernier et pour réaffirmer leur positionnement par rapport aux généraux actuellement au pouvoir avec qui les manifestants rejettent tout dialogue, celui proposé par l'ONU. Et ce mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies entend se réunir sur cette crise soudanaise. Nathalie Moore. Les manifestants pro-démocrates soudanais ont rejeté l'offre de médiation des Nations Unies ce 9 janvier 2022. Dans un communiqué, l'Association des professionnels soudanais a déclaré que la sortie de crise dans le pays ne pourrait être conditionnée que par le retour à un pouvoir civil. Les protestataires intransigeants ne souhaitent pas de négociations, pas de compromis, pas de partage du pouvoir avec les généraux qui dirigent actuellement le Soudan. And think about the future of Sudan.
Je doute que l'ONU puisse obtenir quelques résultats satisfaisants, que ce soit à travers cette médiation, surtout auprès des populations qui veulent le départ des militaires. Les Soudanais auraient préféré le maintien du gouvernement civil malgré ses faiblesses. Cela leur aurait au moins garanti la possibilité de voir se tenir des élections. Ils auraient ainsi pu, pour une fois, élire eux-mêmes leurs dirigeants. Le Conseil de sécurité des Nations Unies compte se réunir le 12 janvier 2022 sur la question soudanaise. Dans le pays, la crise qui s'est enlisée a conduit à la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok le 2 janvier 2022, poussé par l'incapacité des généraux à faire des compromis avec les manifestants. Il sera intéressant que l'ONU trouve un compromis avec les militaires en vue d'une nouvelle coalition, de la mise en œuvre d'un gouvernement technocrate capable de gérer les affaires courantes du pays afin d'aboutir à terme à la publication d'un calendrier électoral. Si les manifestants soudanais sont opposés au dialogue avec le pouvoir militaire, des organisations internationales comme l'Organisation de la coopération islamique ont encouragé l'initiative onusienne. La réaction de l'Union africaine au sujet de la médiation proposée reste cependant attendue. Après des retards répétés dans le processus électoral, les leaders politiques somaliens sont parvenus à un accord sur les élections qui devra finalement reprendre pour s'achever le 25 février prochain. L'accord a été conclu au terme de plusieurs jours de discussions organisées par le Premier ministre Mohamed Hussein Roble avec les chefs des différents États du pays où le président Mohamed Abdullahi Mohamed est toujours en place malgré l'expiration de son mandat depuis un an. Joël Balour. En Somalie, les dirigeants s'accordent pour achever les élections parlementaires d'ici le 25 février 2022. Cette annonce a été faite à la clôture de la conférence consultative nationale qui s'est achevée le 9 janvier 2022 après une semaine d'échanges entre les membres des différentes classes politiques. Nous nous engageons à mener à bien les élections avec vérification et certification des résultats en consultation avec toutes les parties prenantes telles que l'Union des candidats à la présidence, la société civile, les associations de femmes et autres parties prenantes. Du 15 janvier au 25 février 2022, soit 40 jours pour achever le processus électoral parlementaire. Plusieurs points ont été évoqués. Il s'agit notamment du parachèvement des élections présidentielles et législatives, la détermination d'un échéancier du scrutin et du dossier sécuritaire durant la phase transitoire que traverse la Somalie, la préservation du quota de 30% réservé aux femmes aux élections du Conseil du peuple. Le processus électoral parlementaire en Somalie est dû au fait qu'il y a un conflit assez profond entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo et son premier ministre qui exacerbe les retards dans le processus électoral. Mais il y a aussi un conflit entre l'État central et certaines provinces fédérées de la Somalie qui contribuent encore au retard de ce processus électoral. Maintenant, avec l'accord qu'ils viennent de trouver, qui est un accord qui a l'avantage d'avoir un timing précis, un calendrier précis, peut-être que ça va débloquer la situation. Cette conférence intervient au terme d'une crise politique qui opposait le Premier ministre Mohamed Hussein Roble au chef de l'État Mohamed Abdullahi et qui s'est développée par la suite en des accusations mutuelles portant sur la responsabilité de chaque parti dans l'échec du déroulement des élections dans le pays. La campagne des élections locales est officiellement lancée depuis le 8 janvier au Sénégal. Le scrutin, plusieurs fois reporté, est prévu pour le 23 janvier. Principal enjeu, la mairie de Dakar, aujourd'hui contrôlée par l'opposition. Et sur place, les candidats ont encore 2 semaines pour convaincre. Le point avec Samantha Saberou Saboubanga. Le Sénégal a officiellement démarré samedi 8 janvier 2022 sur toute l'étendue de son territoire sa campagne électorale pour les élections municipales et départementales prévues le 23 janvier prochain pour une durée de 2 semaines. Meeting, rassemblement, porte-à-porte, les candidats usent de tout pour convaincre les populations.
Ce qui est intéressant dans cette campagne électorale, c'est que ça va permettre de voir quel est le véritable poids des différents responsables au niveau local. Il y a des combats qui sont intéressants, par exemple j'en vois deux, celui de Sonko au sud, qui lors de la présidentielle avait gagné cette zone, et dans le nord par exemple, nous avons le beau-frère du président, Mansour Faye, qui va faire face à un dissident de la coalition. On va voir, est-ce que Mansour Faye aujourd'hui contrôle cette ville du Nord. 3112 déclarations de candidature ont été enregistrées selon la presse locale. La coalition Benno Bokk Yakaar, représentant la majorité présidentielle, tentera de confirmer sa victoire à la présidentielle de 2019. Quant à l'opposition, elle est représentée par deux grandes coalitions, Wallo-Sénégal du Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade et de Yewwi Askan Wi, né fin 2021, réuni autour du député Ousmane Sonko et de l'ancien maire sorti de prison, Khalifa Sall. Dans cette course, Dakar revêt un enjeu capital. Soham El Wardini, sa mère sortante issue de la coalition Yewwi Askan Wi, se représente sous la bannière du mouvement Taxawu Dakar fondé par Khalifa Sall, qui lui a retiré son soutien. Et donc, ça sera très intéressant durant cette campagne de voir dans les différentes localités les différents responsables. Est-ce que ces différents responsables sont véritablement bien assis? Et ça va donner aussi une bonne indication pour les législatives qui vont avoir lieu dans 5 mois. La commission électorale autonome appelle à une campagne saine. Celle-ci durera 15 jours pour s'achever le 22 janvier, veille du scrutin final. Un point sur la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition s'est poursuivie ce lundi au Cameroun avec la rencontre Zimbabwe-Sénégal. Victoire du Sénégal sur un score d'1-0. Le Sénégal commence ainsi timidement et difficilement sa CAN 2022. Le pays est pourtant perçu comme l'un des prétendants à la victoire finale. Le Zimbabwe, lui, a tenu le choc en première période, mais passé à côté de deux opportunités à la 32e et à la 37e minute. Et au programme ce mardi, dans le groupe D, Nigeria, Égypte et Soudan, Guinée, Bissau. Autre rencontre, cette fois dans le groupe E, l'Algérie qui affrontera la Sierra Leone. Tous les résultats sont à retrouver dans le cadre d'un journal quotidien à suivre sur Africa 24, journal qui revient sur l'ensemble des résultats des matchs déjà joués. Le Bénin perpétue une riche tradition culturelle. On connaît bien sûr la culture vaudoune, tout un symbole dans ce pays, berceau africain du culte des esprits et des ancêtres, un patrimoine valorisé et à côté duquel on retrouve aussi l'importance des masques, comme le célèbre masque Gounouko que vous allez découvrir dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La collectivité des Takpa pérennise la tradition du masque ancestral intitulé Gounouko. À Porto-Novo, dans la localité de Oussa, les Takpa demeurent garantes de ce patrimoine immatériel culturel. Le masque Gounouko autrefois servait d'épouvantail pour éloigner les oiseaux des champs de riz, une culture prisée par cette communauté. À chaque sortie, le masque Gounouko impacte l'univers culturel local. Gounouko est venu, nos ancêtres, ce sont les cultivateurs. C'est les gens qui cultivent le riz. C'est par rapport aux oiseaux qui venaient les déranger dans leur champ qu'ils ont créé Gounouko. Voilà comment l'ancêtre Gounouko est venu. Le Gounouko fait tout, comme tous les autres vaudous. Le Gounouko guérit toute maladie. Les gens qui n'ont pas eu d'enfants. Une visite au palais Obinja de Porto-Novo nous a permis de découvrir en exclusivité les rituels marquant la sortie des masques du couvent. Monté en hauteur au balcon de l'étage situé à l'intérieur du palais des Takpa, le Gounouko est soigneusement descendu pour un rituel sacré devant sa divinité avant tout spectacle de danse. On ne peut pas parler de Gounouko sans parler de Takpa, qui a su pérenniser ces hiérophantes dans notre culture. Et les enfants, nos descendants, nos arrières et petits arrière-enfants verront, ils vont se poser des questions. Donc, c'est normal. Nous devons nous retrouver par notre identité. Ça signifie beaucoup de choses. Parce qu'en son temps, c'était réellement Hiérophante qui était debout.
Patrimoine immatériel béninois, le masque Gununko se distingue par différentes tailles et sa forme de danse en pivot. La lignée des Takpa entend s'investir davantage afin de sauvegarder et pérenniser le Gununko dans la culture béninoise. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.